Brrr, quel temps les amis. Bon alors, quand est-ce qu'il fait beau et qu'on se retrouve enfin, qu'on met le nez dans les ruches? Vivement. Coucou les abeilloux et les abeillouses, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors vous comprendrez bien qu'étant donné la situation de météo, nous n'allons pas encore pouvoir ouvrir les colonies ensemble. Là il se trouve que nous sommes le jeudi 22 janvier, il est midi et il fait encore que 6 degrés malheureusement, donc il va falloir patienter. Alors il me tarde, étant donné que la saison 2026 en plus va être chargée, très très chargée. Il y a énormément d'objectifs pour moi à remplir en cette saison, notamment au niveau de la baignoire. Et je compte bien partager tout ça avec vous tout au long de la saison. J'aimerais retourner un peu en arrière, si je puis dire, et retrouver l'apiculture que j'avais il y a presque 30 ans en arrière. Alors, tout ne sera pas possible parce que nous n'avions pas le frelon à cette époque, mais malgré tout, je pense qu'il est encore possible d'essayer de travailler plus proprement. C'est ce que je vais vous proposer tout au long de cette saison, d'essayer de travailler un petit peu plus en respect avec la nature, en respect avec nos abeilles, et de voir qu'il est tout à fait possible de bénéficier du miel ou d'autres produits de la ruche tout en ayant une conduite un peu plus responsable, j'ai un peu envie de dire. À savoir que j'ai démarré dans l'apiculture avec quasiment rien, avec de la bricole comme on dit, et je m'en sortais très très bien. Et puis ensuite avec les années, c'est vrai qu'on prend un peu les habitudes d'acheter du tout prêt, du tout fait, d'essayer de gagner du temps pour peut-être produire un peu plus. Et finalement, quand vous faites les comptes en fin d'année, vous avez peut-être produit un petit peu plus, mais vous allez surtout dépenser beaucoup plus. Et finalement, peut-être pas forcément toujours avec le plus grand respect pour nos colonies. Donc c'est ce que je voudrais vivre avec vous cette saison, un petit retour en arrière avec plein de choses, de conseils et d'essais que nous allons partager ensemble. Tout d'abord, j'aimerais répondre à quelques questions que m'ont posées les personnes qui ont vu les dernières vidéos. Et donc j'aimerais commencer par une question de Patrice. Patrice qui est apiculteur en Corrèze. Et nous avons eu l'occasion d'échanger pas mal à ce sujet. Patrice qui possède quelques colonies et qui est un pompier, un sapeur-pompier professionnel en Corrèze. Et donc merci pour ce que tu fais pour nous tous. Et donc vive les pompiers. Vive le métier, c'est quelque chose, comme tu le sais, qui me tient fort à cœur puisque j'en ai fait partie aussi il y a quelques années. Et donc Patrice, c'est un petit peu aussi un frère de feu, j'ai envie de dire. Voilà. Donc je vais répondre à ta question. Patrice m'a posé une question concernant le candy. Donc à savoir si mettre du candy tout le temps, tous les ans, au même moment dans dans les colonies, au moment de l'hivernage, s'il ne risque pas d'y avoir une certaine accoutumance. Alors moi personnellement, je suis tout à fait contre le candy systématique. Pour moi, quand je mets du candy dans une colonie, c'est déjà que j'ai loupé un petit quelque chose. C'est déjà qu'au mois de septembre, octobre, ou peut-être un peu plus tard, je n'ai pas su sous-peser mes colonies comme il le fallait, ou estimer les réserves qu'elles avaient à l'intérieur, et je n'ai pas su supplémenter suffisamment en sirop. Et donc si je suis amené à poser un pain de candy, ça va se situer en général en janvier ou peut-être février si la situation, si le climat est un petit peu plus tardif. Et donc c'est quelque chose que je réserve vraiment au secours. Alors je ne dis pas qu'il faut laisser mourir ses abeilles de faim, bien au contraire, mais je le réserve vraiment au cas où je trouve que la colonie est beaucoup trop légère et qu'il y a danger pour elle. Et donc Patrice m'a dit qu'il posait d'abord son couvre-cadre et qu'il posait son pain de candy sur le dessus afin qu'elle puisse rentrer par le petit trou pour avoir accès au sac de candy, car il avait un peu peur que de mettre son candy donc sous un nourrisseur retourné, ça augmentait considérablement le volume à chauffer, et donc il avait peur pour un refroidissement, d'un refroidissement au niveau de la tête des cadres de sa colonie.
Alors moi, en ce qui me concerne, quand je pose du candy, si réellement la situation la climatique est fraîche et que j'ai peur que mon couvain refroidisse ou que mes colonies refroidissent, dans ce cas-là, je vais quand même poser mon pain de candy retourné à même la tête des cadres. Je vais aussi poser donc mon irrisseur à l'envers dessus. Par contre, entre deux, je vais mettre un isobule. C'est-à-dire que je vais poser mon pain de candy, je vais plaquer un papier bulle au-dessus, le plus possible au proche de mes cadres. Et ensuite, je pourrai retourner mon nourrisseur dessus, ce qui va me permettre d'avoir l'emplacement du pain de candy, mais malgré tout que tout ça tienne au chaud. À savoir que les abeilles prendront quand même mieux leur pain de candy si elles sont en contact direct avec le produit et si celui-ci peut être aussi réchauffé par la grappe. Donc voilà la raison pour laquelle je ne suis pas je ne mets pas de candy systématiquement. Oui, j'ai peur aussi qu'il y ait accoutumance avec le temps et que au fil du temps, les abeilles s'y habituent et ne sachent plus faire sans. Donc je n'hésite pas à en mettre s'il le fallait, mais ça n'est pas quelque chose que je mets systématiquement. Pour vous dire, la saison dernière, pour un peu moins de 300 colonies en hivernage, au mois de février, j'ai dû poser à peu près 14 pains de candy. Donc ce qui représente une proportion très très infime et donc que je ne juge pas nécessaire. Ensuite, si on veut parler du côté financier, ça coûte quand même aussi un peu, même si on le fait soi-même. Et donc, c'est quelque chose que je ne mets que si c'est vraiment nécessaire. Bon, en plus, il faut quand même le dire, en abeille noire, on a très très peu besoin de supplémenter à cette époque-là. En général, ce sont encore des colonies qui sont insoulevables. Donc voilà, Patrice, j'espère avoir correctement répondu à ta question. Tu avais d'ailleurs une autre petite question qui me vient en tête, et c'était la question sur les vols de nettoyage. C'est-à-dire que les abeilles ont besoin, en gros, de sortir au minimum tous les 15 jours, 3 semaines. C'est vraiment le minimum pour qu'elles puissent faire leur vol de propreté. Donc les abeilles vont s'envoler, faire leur vol de propreté et déféquer en plein vol. Et donc Patrice m'a posé la question, c'est d'ailleurs la première fois qu'on me pose cette question-là. Et la reine, comment fait-elle, étant donné qu'elle se fait féconder et ne ressort pas de la ruche? Eh bien, c'est pas compliqué. La reine, en permanence, a du monde, a sa cour autour d'elle, donc qui la nourrit, qui la masse, qui la nettoie, et aussi qui, quand il y a des déjections, sort les déjections de la reine. Voilà, Patrice, j'espère avoir répondu à ta question. Une autre question de Valérie qui m'a demandé si le cadre à jambage, en plus d'avoir une utilité pour la production de mâles, pouvait être également un outil pour lutter contre le varroa. Donc oui, Valérie, je réponds à ta question. Oui, le cadre à jambage peut être un outil pour combattre le varroa. C'est une lutte qu'on appelle une lutte biomécanique. Alors après, c'est pas parce qu'on fait ce genre de choses qu'il ne faut pas traiter derrière. C'est c'est une action complémentaire. À savoir que le cadre à jambage, donc il y a plusieurs modèles. Beaucoup travaillent avec des cadres à jambage avec une barre en oblique. Moi personnellement, je travaille plutôt avec ce modèle-ci. Alors à savoir que bon, celui-ci ne retournera jamais dans une ruche. Il me sert plutôt sur le plan pédagogique. Et donc c'est le type de cadre à jambage que j'utilise, donc en horizontal. Donc à savoir qu'il est muni de fils sur la partie haute, ce qui va permettre de mettre de la cire qui va rester dessus. Et ensuite, d'avoir cette partie-ci où il n'y a pas de fil. Et donc tout naturellement, l'abeille qui aura commencé à construire le haut du cadre va continuer sur le bas. Et en général, dans le bas, là, elles nous mettent énormément de mal. Alors ce cadre-là a plusieurs utilités. En ce qui me concerne, moi je l'utilise beaucoup, étant donné que j'ai besoin d'avoir beaucoup de mâles pour mes fécondations. Donc une fois que ce cadre-là est operculé en mâle, il va nous servir aussi à plusieurs choses. C'est-à-dire que quand normalement on le pose uniquement sur des colonies, alors quand on parle élevage de rennes, moi je le pose uniquement sur des colonies souches ou souches à mâles principalement.
et donc qui vont me permettre de saturer le secteur en mâle, sélectionné. Mais il va aussi me permettre de faire le tri, c'est-à-dire que quand vous allez avoir ce cadre rempli de couvains de mâles operculés, s'il se trouve que la colonie qui est présente sur un rucher de fécondation finalement n'avait pas forcément sa place là, je me rends compte que finalement il y a un caractère qui ne me plaît plus, elle peut être un peu plus agressive que prévu ou autre chose, et bien dans ce cas-là je vais surveiller ce couvain de mâle et je ne vais pas hésiter à découper cette partie construite en mâle afin d'éviter d'avoir cette génétique-là sur mon rucher. C'est quelque chose que vous pouvez faire si vous n'avez qu'un seul rucher et que vous voulez faire un petit peu de sélection quelque part et que vous élevez de vos propres reines et que vous les faites féconder dans votre rucher. C'est quelque chose que vous pouvez très bien réaliser. Et donc, ce qui vous permet de garder les mâles qui vous conviennent et ceux qui ne vous conviennent pas. Ensuite, aussi, si vous n'avez pas spécialement besoin de mâles, cette partie-là peut servir de lutte biomécanique, c'est-à-dire que dès que le couvain va être fermé et potentiellement envahi de varrois, étant donné que les varrois vont quand même se loger beaucoup plus à l'intérieur des alvéoles de mâles que des alvéoles de femelles. Et donc, en complétement d'un traitement, c'est quelque chose qui peut très bien être fait, de supprimer ce couvain-là, afin de, par la même occasion, supprimer les mâles. Voilà Valérie, j'espère avoir répondu au mieux à ta question. Je voulais maintenant basculer un peu sur la saison 2026. Vous parlez de mes grands projets pour cette saison, à savoir de travailler beaucoup plus proprement en apiculture. Donc c'est quelque chose que je vais partager avec vous, que je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir que c'est possible de travailler plus proprement, par la même occasion de faire quelques économies, même si c'est pas le but premier. À savoir qu'en apiculture aujourd'hui tout coûte très très cher en plus, et donc je voudrais partager tout ça avec vous. Alors dans les grandes lignes, déjà j'ai envie de parler sirop un peu, parce que faire son sirop soi-même est quand même très très rentable. J'ai toujours fait mon sirop par moi-même, sauf cette année, étant donné que je devais me faire opérer un petit peu à l'arrache d'une hernie, je n'ai pas pu le préparer. Je suis donc allé acheter quelques bidons de sirop dans le commerce. Il s'est avéré que je suis un petit peu déçu, car par rapport à quand je mettais du sirop que je confectionnais moi-même, il se trouve que les réserves ne baissaient pas aussi rapidement. Là, j'ai justement mis un peu plus que ce que j'aurais mis habituellement, étant donné que j'avais cette opération. Je savais très bien que je n'aurais pas pu porter de nouveau les ruches assez tôt pour pouvoir vérifier que les réserves soient bonnes. J'étais drôlement surprise en regardant que les réserves étaient quand même pas aussi importantes que d'habitude. Ce qui me fait dire que le sirop que j'ai mis du commerce aura été beaucoup moins stocké et sans doute beaucoup moins aussi nourrissant pour mes abeilles, pardon. Et donc ça m'a donné un petit peu envie d'éplucher l'étiquette de ce sirop. Et donc j'ai eu assez rapidement ma réponse, puisque il était composé à 25% de maltose. Donc à savoir que le maltose, c'est un sucre qui est issu du maïs et du blé, qui est de l'amidon. Et à savoir que c'est un sirop cette partie-là n'est pas assimilable par l'abeille. Et donc, ou elle le consomme ou pas, ou comme il est ingéré, comme il ressort, il ne lui sert à rien du tout. Donc quand vous enlevez déjà 25% d'eau, 25% de maltose, ça veut dire qu'il ne vous reste pas grand-chose de votre sirop et que vous avez quasiment mis l'équivalent d'un 50-50 en sirop d'hivernage, ce qui fait que vous ne retrouverez pas grand-chose à cette saison-ci. Il était surtout dit il y a quelques années que le sirop que nous faisions nous-mêmes était mauvais et atrophiait les glandes des abeilles, ce qui n'en est rien et ce qui arrangeait surtout les personnes qui vendaient ce sirop. À savoir que si vous faites un sirop par vous-même à base de sucre blanc, qui est du saccharose, et que vous faites bouillir ce sirop, il va donc se scinder en deux molécules que sont le fructose
et le glucose. À quelques pourcentages près, vous allez vous retrouver à ce que les abeilles trouvent dans la nature. Donc, faites votre sirop vous-même. Vos abeilles ne s'en porteront que mieux. Ensuite, on y rajoute aussi un peu de vinaigre afin de donner un peu d'acidité. Et ça, c'est ce que nous verrons dans une vidéo prochaine. Je ferai du sirop, je le filmerai, je vous ferai voir un petit peu des images de ça. Étant donné que on a l'abeille assimile son sirop à avec une certaine acidité. Alors je ne vais pas dire que plus il est acide et mieux elle l'assimile, mais on va rentrer dans des valeurs, je crois qu'on est entre 3,5 et 5 de pH, mais ça c'est à vérifier, je revérifierai ça et je reviendrai vous en parler dans une prochaine vidéo. Et donc ce qu'il est très, très important de mesurer, c'est le pH de l'eau que vous allez ajouter. Moi, si je prends le pH que j'avais quand j'étais en Bretagne, l'eau du robinet sortait à 6, 6,5, ce qui fait que je n'étais pas si loin que ça du pH optimal pour la consommation pour les abeilles. Ici en Dordogne, il se trouve que je suis un terrain très très calcaire, une ancienne truffière, et donc on a de l'eau qui dépasse parfois les 8 au niveau du pH, ce qui fait que je serais obligé de mettre beaucoup plus de vinaigre dans mon sirop afin de retrouver un pH optimal pour la consommation de mes abeilles. Donc c'est quelque chose que nous ferons très très prochainement. On prendra le temps de mesurer le pH, de rajouter du vinaigre dedans, de voir à quel pH on arrive. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez très très bien faire chez vous. Vous le faites une seule fois, vous faites l'analyse de votre eau, vous savez donc combien de vinaigre vous devrez additionner pour avoir une préparation optimale pour vos abeilles. Une fois que vous avez la recette, après, j'ai envie de dire, c'est presque vitam aeternam. Si vous ne changez pas de secteur, l'eau de votre robinet ne va pas changer du jour au lendemain. On pourrait très bien aussi utiliser de l'eau de pluie. Maintenant, l'eau de pluie, à savoir qu'elle est assez acide, mais par contre est aussi très très chargée en métaux lourds. Donc après, c'est un choix entre prendre l'eau du robinet avec ce qu'elle peut comporter comme produit, l'eau de pluie avec ce qu'il peut y avoir aussi comme résidu dans le pluie. Ça, c'est à voir. Chacun trouvera j'ai envie de dire, ce qui l'intéresse le plus, en moins peut-être d'avoir un adoucisseur ou plutôt un osmoseur, quelque chose qui retraite l'eau pour avoir vraiment une eau optimale pour faire ce mélange de sirop. Donc c'est quelque chose qu'on verra ensemble cette saison. Pour moi, en 27 ans, 28 ans, c'est la première fois que j'essaye le sirop du commerce et c'est bien la dernière fois. Donc une saison de plus que je ferai en sirop naturel. Ensuite, au niveau des cires, parce qu'il se trouve que quand on fait des analyses de cire, on retrouve un tas de choses dedans. Des analyses de cire ont même, certaines cires ont même révélé des produits de traitement varroa qui sont interdits maintenant depuis plus de 30 ans. Donc c'est pas très très rassurant de mettre des cires comme ça dans nos colonies. Et surtout que c'est un poste en plus qui est assez onéreux. Donc je trouve un peu dommage que nous puissions mettre des produits chimiques en introduisant des cires, en pensant faire bien. C'est réellement dommage et c'est la raison pour laquelle je vais travailler avec vous cette année en cire naturelle, c'est-à-dire que la plus naturelle possible, c'est-à-dire que je prendrai mon cadre et je viendrai mettre juste une petite lanière de cire, donc de cire du commerce dans un premier temps, juste une petite bandelette de cire, et ce seront les abeilles qui continueront leur construction jusqu'en bas du cadre. Alors c'est tout à fait possible, ça se fait très très bien. Elles le bâtissent même beaucoup mieux que quand on leur met une plaque de cire, étant donné que l'abeille est habituée à construire en descendant, en dessous comme ça, et elle construit au fur et à mesure en descendant, alors que quand on lui apporte une plaque de cire, elles vont être obligées de construire de chaque côté la paroi, ce qui fait que c'est beaucoup moins naturel pour elles. C'est la raison pour laquelle cette année, je compte travailler en cire quasiment au 100% naturel. Par la suite, je vous ferai voir qu'elles le seront même carrément, puisque je refondrai quelques cires et je ferai même mes amorces de cadre de cire moi-même, ce qui fait que je pourrai tourner en totale autonomie sur mes cires pour cette saison et les saisons prochaines.
Alors certaines personnes me diront que la cire peut aussi coûter cher sur un autre plan, étant donné qu'il faut, ce qui se dit, c'est 7 à 8 kilos de miel pour fabriquer 1 kilo de cire. Alors déjà, je ne sais pas comment c'est quantifiable, comment on peut réellement dire qu'il faut 7 à 8 kilos de miel pour faire de la cire. Personnellement, je n'en suis pas persuadé. Ce dont je suis persuadé, c'est qu'en mettant des plaques de cire toutes prêtes, on prive surtout nos cirières de ce qu'elles savent faire le mieux. Et donc, je pense que est-ce que ça ne pourrait pas, c'est une question que je me pose à l'instant, est-ce que aussi le fait de priver les cirières ne pourrait pas aussi favoriser certains essaimages? Ensuite, le fait d'avoir une plaque complète euh, qui est en général qui est pondue sous 24-48 heures, on se retrouve avec une plaque entière. Enfin, selon le type de couvain, le type d'abeille qu'on a, on se retrouve avec aussi une plaque de couvain qui naît d'une seule traite, au lieu d'étager peut-être aussi les naissances. Je pense que ça pourrait être que plus naturel de laisser un petit peu plus faire la nature. Donc ça, c'est mon deuxième projet. Le premier, le sirop. Le deuxième, ce sont les cires. Ensuite viendront d'autres choses. Je pense à beaucoup d'autres choses pour la conduite de mes colonies. Je reviens aussi sur mon cadre de cire. Alors si on veut que les colonies nous bâtissent de jolies cires quand on les fait, quand on les laisse faire naturellement, il se trouve que ce cadre, il faut qu'il soit posé réellement entre deux cadres de cire déjà bâtis bien droits. Si vous mettez ça, si vous mettez plusieurs cadres comme ça côte à côte avec rien, c'est évident que vous allez vous retrouver avec des constructions anarchiques. Et surtout, il vous faudra prendre le niveau de votre colonie, de votre ruche, à savoir que si votre ruche est de biais et que votre cadre est de biais, elles vont avoir tendance malgré tout à construire droit. Donc il faudra juste prendre le niveau sur vos colonies si vous voulez travailler en cire naturelle, mais je pense que ce ne sera que meilleur. Ensuite, au niveau des traitements aussi, rien n'est certain à cette heure-ci, mais on va dire à 99%, je ne mettrai plus de lanière chimique dans mes colonies. Alors les traitements que l'on nous propose aujourd'hui à base de fluvalinate, d'amitrase et autres, je n'ai plus envie de travailler avec ceci. Déjà tout simplement parce que j'ai un peu l'impression que ces traitements sont de plus en plus inefficaces. Quand j'entends des personnes me dire j'ai mis mes lanières, ensuite j'ai mis un lange ou une plaque en dessous, et puis il se trouve qu'il n'y avait pas de varroa à tomber, donc c'est très bien, j'ai pas de varroa. Aïe. Là, je vais plutôt me méfier quand j'entends ça. Est-ce que vous n'avez pas de varroa ou est-ce que tout simplement le traitement est un peu moins efficace qu'avant et que les varrois ne tombent plus? Ça, c'est plutôt la question qu'il faut se poser. Et j'ai un peu l'impression qu'on a encore cette année des colonies qui sont mortes de varroa malgré les traitements lanières. Donc je vais mettre en place un tout autre protocole, en respect bien évidemment avec les législations, mais d'une façon plus naturelle, un traitement plus biologique quelque part. Donc ça, c'est la troisième ligne de conduite que j'aimerais avoir cette année, et de sorte à pouvoir avoir une apiculture de retour au plus naturel possible. Autre changement aussi pour l'année 2026, c'est que la Jeannette, donc une abeille qui est quand même très très chère à mon cœur, j'ai passé énormément de temps avec cette abeille, mais il se trouve qu'elle va être amenée à disparaître au cours de la saison. Donc j'ai de très très beaux essaims encore là en Jeannette. Enfin c'est un petit peu la fin puisqu'il y a eu quand même beaucoup de commandes. Mais disons que l'objectif est de diminuer au cours de la saison et de repasser sur un 100% abeille noire. Alors beaucoup vont me dire que c'est dommage. J'ai déjà eu des questions, on m'a dit mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu comptes diminuer la Jeannette? Est-ce qu'il y a eu plus de mortalité sur la Jeannette que sur la noire? Non, pas du tout. Sur le plan mortalité, ça se tient à peu près. Bon, la Jeannette est aussi une abeille issue de l'abeille noire à la base, une abeille qui a été hybridée.
Et donc c'est vrai que je me pose la question depuis fort longtemps, et là ça y est, la décision est prise, car il m'est quand même compliqué de pouvoir défendre la sauvegarde de l'abeille noire, et à côté de ça, d'élever une hybride, bien qu'elle soit issue de l'abeille noire, mais c'est compliqué de tirer et de pousser de l'autre côté. Donc je compte avoir le plus possible d'abeilles noires pour cette fin de saison, voire même mon idéal serait d'arriver en juillet-août avec un 100% d'abeilles noires. Ce ne sera pas forcément facile parce qu'il y aura forcément des fécondations qui rateront ou autres, mais disons qu'au fil du temps, c'est le grand projet pour cette saison 2026. J'en ai d'ailleurs un autre à ce sujet, c'est qu'il y a l'association L'Abeille Noire des Bastides du 47, dont le président est Papy Daniel, Monsieur Viel, quelqu'un que j'adore, quelqu'un qui doit avoir juste à peine, qui débute l'apiculture, qui doit avoir à peu près 45 ans de pratique seulement, et donc qui est aussi passionné par l'abeille noire et a donc ouvert une association dans le Lot-et-Garonne. Et donc, je lui ai soumis l'idée que nous puissions, au moins un temps cette année, de regrouper par chez moi de ces colonies et des miennes, oui, que nous pouvions mettre en place ensemble un gros rucher de fécondation. Je vous ai dit de conservation tout à l'heure, non, de fécondation, pardon, afin d'éviter la consanguinité chez lui comme chez moi, et de pouvoir partager et enrichir un peu notre génétique noire. Donc ça ne se fera pas sur la totalité des rennes qui vont naître chez moi cette année. Je vais également élever des rennes dans d'autres ruchers, et puis peut-être avant ou après ce regroupement. Comme ils vont faire de même chez eux et élever leurs propres rennes avec leur propre génétique, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant d'unir le Lot-et-Garonne et la Dordogne, de fusionner pendant une partie de la saison afin de profiter de nos différentes génétiques abeilles noires. Et donc je pense que vous les reverrez dans de très prochaines vidéos, car nous serons amenés à vérifier ensemble les ailes des abeilles. C'est quelque chose qu'ils ne pratiquent pas encore pour l'instant, ou très peu, de vérifier l'indus cubital et discoïdal sur les ailes. Et donc c'est quelque chose que nous allons travailler ensemble afin d'être autonomes, afin qu'ils puissent être autonomes de leur côté pour pouvoir bien sélectionner la pureté, la souche de leur colonie. Et donc je serais amené à aller à Villeneuve-sur-Lot, ou sur le secteur tout au moins de leur rucher, afin de pouvoir vérifier les colonies. Nous allons faire des prélèvements ensemble d'abeilles. Nous pourrons vérifier la pureté et choisir les futures souches. Ensuite, nous les rapatrierons ici en Dordogne. Nous aurons un petit travail à faire de sélection sur place, de greffage et autres. Et ensuite, nous les reverrons quand ils viendront rechercher leurs reines, et nous aurons l'occasion de partager tout ça avec vous en vidéo. Voilà, donc je trouve que c'est une très belle aventure qui se vaut d'être vécue à plusieurs. Hein, car je pense que tout seul, moi toute seule, avec mes abeilles noires, c'est génial. Je passe de très bons moments. Mais je pense que si nous voulons être efficaces pour protéger cette abeille, il nous faut réellement nous unir. J'espère que le fait de partager ça avec vous pourra vous aussi vous donner des vocations dans différents départements, de pouvoir peut-être aussi vous regrouper, de dire tiens, moi je n'ai qu'une colonie d'abeilles noires, tiens, moi j'en ai deux, et bien pourquoi ne pas les regrouper afin de faire un rucher de fécondation et de travailler de faire de sorte que nous travaillions tous dans ce sens. Voilà les projets pour la saison 2026. Voilà, alors j'espère ne pas avoir été trop lourde, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de parlotte quand même, mais c'est pas évident de parler abeille. Je reste une passionnée, une convaincue que nous avons encore de très bonnes années à vivre en apiculture. C'est vrai qu'actuellement nous essuyons un peu les plâtres avec les pertes dues aux frelons, à varroa et autres, mais justement, je pense qu'il est aussi intéressant de revoir notre propre apiculture.
hein, parce que bon, bah, il est évident que des facteurs extérieurs comme le varroa, les produits, le frelon ne nous fait pas de bien, mais peut-être que de rejeter toujours la pierre sur l'autre n'est pas forcément la meilleure façon d'avancer et qu'il nous est tout à fait possible de revoir notre propre apiculture. Je pense qu'il est tout à fait possible de mieux travailler plus sainement afin de retrouver une apiculture qui soit plus en adéquation avec la nature. Et il est vrai que la plupart de ce que je peux voir comme vidéo sur le net, et ce sont surtout des techniques professionnelles et donc qui tentent j'ai envie de dire, à formater les apiculteurs amateurs de façon professionnelle, alors que je pense qu'il est... Moi, je vais faire le contraire. Je reste une apicultrice professionnelle, mais j'ai envie de retrouver mes techniques que j'avais quand j'étais quand j'avais 10 colonies. Et je trouve que je travaillais pardon, de façon beaucoup plus propre. Et je vous prouverai qu'il est possible, malgré tout, d'avoir de bons rendements en miel en travaillant mieux. Voilà, donc ça, ce sont les objectifs pour la saison 2026. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Je vous remercie énormément pour tous vos messages, vos encouragements et je passe vraiment de très très bons moments avec vous. Si cette vidéo vous a plu, c'est quelque chose que je n'aime pas trop réclamer, mais si elle vous a plu, bah, n'oubliez pas le petit pouce ou l'abonnement, ça fait toujours plaisir, ça fait avancer tout le monde. Et puis, bah, disons que ça me donne de l'entrain à continuer et j'espère que nous allons pouvoir tous progresser en cette saison 2026. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Soyez patients. Le beau temps arrive, pas assez rapidement à mon goût, mais il arrive. Et puis bah, prenez le temps, j'ai envie de dire, de préparer des cadres, de désinfecter vos ruches, de préparer vos ruchers, de vous projeter, de vous faire un petit calendrier des travaux pour votre saison. Voilà. Gros bisous et à bientôt. Bye bye.